Merci à la Maforca de m'avoir donné encore une fois l'opportunité de parler d'une pathologie en fait, qui est à cheval entre les gastroentérologues et les allergologues, parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic de ce genre de pathologie s'il n'y a pas une fibroscopie, une biopsie derrière. Alors, on va parler de l'œsophagite eosinophile. Je vais essayer quand même de faire quelques rappels par rapport à ceux qui connaissent peut-être pas assez cette pathologie, qu'on voit de plus en plus dans notre pratique. Je terminerai à la fin par parler un petit peu de notre expérience, une petite série de 8 cas qu'on a pu colliger par rapport à notre activité. Et on va voir un petit peu l'essentiel, parce que ce qui changerait peut-être, ou ce qui a changé peut-être le plus, c'est cette approche thérapeutique et les consensus qui ne sont pas les mêmes, on va dire, entre différentes sociétés savantes ou différents pays. Alors, l'œsophagite eosinophile se définit effectivement comme étant une maladie chronique de l'œsophage d'origine immunologique et qui est caractérisée par des symptômes qui seraient liés à une dysfonction œsophagienne. Et histologiquement, il faut absolument avoir cette infiltration ou cette inflammation à prédominance éosinophile. Donc, on va voir un petit peu les signes histologiques aussi de cette inflammation éosinophile qui va toucher l'œsophage. C'est une pathologie plutôt de sujets jeunes. Elle est rare après l'âge de 60-65 ans. La prévalence serait de 10 à 50 pour 100 000 habitants, avec des variations selon les régions du monde. Et il y a surtout cette prédominance masculine, donc c'est beaucoup plus les garçons qui sont touchés par cette pathologie. Alors sinon, l'incidence est d'environ 10 cas pour 100 000 individus annuellement, c'est-à-dire on a quand même des cas qu'on diagnostique de plus en plus. Elle est trouvée comme pathologie chez 2 à 7% des patients qui subissent une endoscopie, toute indication, on va dire, confondue. Une fois on fait des biopsies systématiques. Sinon, elle est retrouvée dans 12 à 23% des patients qui subissent une endoscopie pour une dysphagie. Et là, c'est beaucoup plus le grand enfant, bien sûr, et l'adulte. Donc, quand vous avez une dysphagie, il y a la possibilité jusqu'à 23% de tomber justement sur cette inflammation éosinophile. Et c'est la cause la plus fréquente d'impaction alimentaire. Mon dernier cas, justement, c'était un enfant qui avait été admis aux urgences pour ce qu'on appelle le steakhouse syndrome, c'est-à-dire qu'il a avalé un petit morceau de poulet qui est resté bloqué au niveau de l'œsophage. Bon, il a été vu par des gastro-adultes qui ont fait la fibroscopie. Ils ont retiré le corps étranger. L'aspect macroscopique était normal, mais ils n'ont pas fait de biopsie. Donc, je le reprends après parce qu'il m'a été adressé par un éminent allergologue, mon ami Marawi, qui le suit par ailleurs pour un problème d'atopie. Donc, je refais la fibro et il avait finalement une inflammation éosinophile. Donc, c'était une œsophagite eosinophile. Donc, ça existe aussi chez les enfants. Alors, vous avez le trend ici de la prévalence qui augmente un peu partout. Est-ce parce qu'on y pense de plus en plus ou parce que la maladie devient de plus en plus fréquente? Il faut dire qu'il y a une partie des deux, on va dire les deux éléments qui peuvent être défendables, parce qu'on y pense encore de plus en plus. Alors, dans notre pratique, quand on avait une œsophagite à l'endoscopie, on pense automatiquement à l'œsophagite peptique. On faisait exceptionnellement des biopsies au niveau de l'œsophage. Maintenant qu'on y pense, on fait des biopsies plus fréquemment, et donc on tombe de plus en plus sur cette pathologie. Alors, la physiopathologie est un petit peu complexe, mais on commence quand même à déchiffrer un peu plus ce qui se passe au niveau immunologique par rapport à cette pathologie. Vous avez certes une prédisposition génétique avec une surexpression de l'iotoxine 3, qui est en fait la cytokine qui va finalement attirer les éosinophiles vers l'œsophage. Il y a aussi le rôle de la filagrine. Les dermatos connaissent bien cette protéine qui intervient justement dans la cohésion, on va dire, de l'étanchéité de la peau. Et donc, on retrouve aussi au niveau de l'œsophage. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes sur le plan embryologique et sur le plan histologique entre la muqueuse œsophagienne et la peau. Vous le savez certainement, ils ont la même origine embryologique. Donc, vous avez une anomalie quand même génétique, une réponse immunitaire anormale de type TH2 suite justement à l'ingestion d'allergènes, avec le rôle central tout particulièrement des interleukines 4, 5 et de l'interleukine 13. Et on va y revenir justement pour la biothérapie qui devient justement un nouveau outil
pour la prise en charge de cette pathologie. Ça va entraîner une altération de la barrière épithéliale avec un remodelage qui va être éventuellement à l'origine de la sténose de l'œsophage, c'est-à-dire ce remodelage de l'œsophage qui va finalement aboutir à la sténose. Et donc, c'est des enfants qui vont avoir justement des formes un peu plus sévères, on va dire, de cette inflammation eosinophile. Donc là, je reprends un petit peu la même chose avec le rôle des allergènes, la mise en jeu des différentes interleukines et, in fine, vous avez le remodelage, vous avez une atteinte de la barrière œsophagienne avec tout particulièrement cette infiltration eosinophile ou cette inflammation eosinophile au niveau de la muqueuse œsophagienne. Alors, quels sont les allergènes qui déclencheraient cette inflammation eosinophile? Alors, on incrimine essentiellement des allergènes alimentaires avec à leur tête le lait, mais aussi l'œuf, le blé, le soja, l'arachide. Et le mécanisme de cette allergie il est plutôt mixte, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un mécanisme IgE, un mécanisme non IgE. Et donc le fait de faire des tests cutanés et qui reviendraient éventuellement négatifs n'exclut pas la responsabilité de l'allergène. Donc vous avez les deux mécanismes possibles qui sous-tendent cette pathologie à eosinophile. On a aussi incriminé des pneumallergènes dans le déclenchement de cette œsophagite à eosinophile, notamment chez les enfants qui ne répondent pas au régime d'éviction alimentaire. Et dans ma petite série, justement, j'ai une enfant chez qui j'ai tout réintroduit, c'est-à-dire les 6 aliments qui sont les plus incriminés. Et malgré la réintroduction, l'enfant n'a pas refait de poussée d'œsophagite à eosinophile. Et donc, très probablement, c'est un enfant qui a une allergie à autre chose que les allergènes alimentaires habituellement incriminés. Alors, ces enfants ont par ailleurs une exacerbation des symptômes qui peut s'observer en période pollinique avec augmentation de l'infiltration eosinophile, donc ce qui orienterait un peu plus vers une origine plutôt pneumallergénique de cette œsophagite à eosinophile. Alors, pour ce qui est des facteurs de l'environnement, en fait, les facteurs qui pourraient justement favoriser le développement ou l'installation ou l'initiation, on va dire, de cette inflammation eosinophile. Alors, on incrimine en fonction de l'âge plusieurs éléments. Alors, pendant la période fœtale, vous avez les infections maternelles. Chez le petit enfant, justement, vous avez cette naissance par césarienne, l'utilisation des antibiotiques, chose qu'on avait abordée hier dans la thématique du microbiote, notamment intestinal, l'utilisation des formules infantiles, l'admission dans un centre de réanimation ou de soins intensifs, utilisation aussi des IPP, les suppresseurs d'acide. Ça a été rappelé tout à l'heure par Dr Virginie, justement le fait d'éliminer d'utiliser, je dirais abusivement parfois les IPP, ça peut justement entraver la protéolyse, et donc vous avez des protéines intactes qui arrivent au niveau intestinal et qui peut justement sensibiliser les enfants. Bon, ça c'est valable un petit peu pour même d'autres allergies. À un âge plus avancé, on incrimine aussi la densité de la population, le climat, le tabagisme, les infections et même l'infection à Helicobacter pylori qui serait peut-être un facteur prédisposant à ce genre de pathologie. Alors, vous avez aussi, ici, bien sûr, résumé l'essentiel des facteurs. Donc, je vous ai dit la fièvre maternelle ou l'infection maternelle, un travail prématuré, l'utilisation d'antibiotiques. Il n'y aurait pas de risque lié directement au tabagisme maternel ou à l'absence de prise de vitamines ou à l'allaitement qui serait éventuellement lié au développement de cette pathologie. Alors, on a parlé hier de microbiome. Même l'œsophage, il a son propre microbiote, et il y aurait éventuellement une dysbiose aussi chez les enfants qui ont une œsophagite eosinophile qui est modifiée quand on traite ces enfants, et donc il y aurait peut-être implication aussi de la qualité des microbes qui colonisent surtout le bas œsophage. Alors pour ce qui est des manifestations cliniques, chez l'enfant vous avez essentiellement tout ce qui est pyrosis, nausées, vomissements, donc les signes habituels de reflux, mais vous avez aussi les douleurs épigastriques, les difficultés d'alimentation et le retentissement sur la croissance. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus, ou le grand enfant, c'est beaucoup plus la dysphagie et l'impaction alimentaire. Et puis vous avez ces comportements adaptatifs qui devraient attirer votre attention en tant que praticien, ou là qui devraient aussi alerter la famille. Là vous avez cet impact, l'acronyme impact, qui veut dire tout simplement que vous avez des attitudes de certains sujets qui ont tendance à boire des liquides avec les repas, de modifier la nourriture en coupant le repas en petits morceaux parce qu'ils ont du mal à avaler, de prolonger aussi la durée des repas, d'éviter les aliments à texture relativement dure, de mâcher excessivement. Donc, c'est des comportements justement d'adaptation à cette dysphagie, ou de refuser de prendre des comprimés ou des pilules. Donc, parce qu'ils ont peur justement à ce que ces médicaments ne soient retenus au niveau de l'œsophage.
Alors, le diagnostic précoce, il est important. Plus on tarde, plus il y a un risque d'installation de sténose de l'œsophage, d'installation aussi de troubles alimentaires, notamment chez l'enfant, avec un impact négatif sur la qualité de vie. Donc, il faut être sensibilisé à cette pathologie pour en faire rapidement le diagnostic. Alors, l'éosinophilie œsophagienne n'est pas toujours une œsophagite à éosinophile. Il va falloir justement penser aux autres diagnostics. Donc, quand on a une présentation clinique qui est en faveur, il faut absolument faire, bien sûr, une fibroscopie avec étude histologique de la muqueuse œsophagienne. Et on retiendra une éosinophilie pathologique quand vous avez plus de 15 éosinophiles par champ ou plus de 60 éosinophiles par millimètre carré. Et donc, il faut penser aux autres diagnostics tels que les autres pathologies à éosinophiles, l'achalasie, les colites inflammatoires, certaines maladies auto-immunes, etc. Donc, il faut quand même savoir éliminer les autres diagnostics avant de retenir l'œsophagite à éosinophile. Il s'agit effectivement d'une entité clinico-histologique, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette fibroscopie et qu'on a besoin justement d'aller analyser la muqueuse œsophagienne, sachant que l'aspect endoscopie peut être tout à fait normal chez presque 30% en tout cas des enfants. C'est entre 10 et 30%, tout âge confondu, mais chez l'enfant, ça peut être normal chez 30%. Et donc, il faut absolument faire des biopsies étagées. Sinon, l'aspect endoscopique peut être aussi évocateur de cette pathologie quand on a des sillons longitudinaux, des stries longitudinales, un aspect pseudo-trachéalisé, donc ça rappelle un petit peu la trachée, l'existence de dépôts blanchâtres ou de décollement muqueux, donc vous avez une muqueuse qui est relativement fragile, sinon vous pouvez tomber d'emblée sur une sténose de l'œsophage qui devrait effectivement faire évoquer ce diagnostic. Et vous avez cette classification ou ce score ou ce scoring endoscopique qui évalue un petit peu la sévérité déjà endoscopique, on va dire, de l'œsophagite à éosinophile. Donc, en analysant un petit peu, en évaluant un petit peu l'œdème, l'existence de ces anneaux, l'aspect pseudo-trachéalisé, l'existence de l'exsudat, en fait, c'est des taches blanchâtres, les lésions longitudinales, en fait, et puis éventuellement la sténose. Alors, il faut toujours faire des biopsies. Il ne faut pas se contenter de l'aspect endoscopique. Et vous avez effectivement ce travail qui montre qu'il n'y a pas assez de concordance entre l'aspect endoscopique, ce qu'on voit directement, et l'histologie de la muqueuse œsophagienne. Alors, sur ce travail, vous avez chez plus de 799 enfants qui n'avaient pas d'anomalie, on va dire, endoscopique visible. Il y a eu quand même 23 enfants qui avaient, on a fait des biopsies systématiques, on est tombé sur des œsophagites à éosinophiles dans 23 cas. Et à l'inverse, vous avez un aspect évocateur d'œsophagite à éosinophiles chez 54 enfants et seulement 27 avaient une infiltration éosinophile. Donc, on a retenu finalement le diagnostic de cette œsophagite à éosinophiles. Comme quoi, il faut toujours faire des biopsies et ne pas se contenter de l'aspect endoscopique. Sinon, sur l'aspect histologique, il n'y a pas que l'infiltration éosinophile. Là, vous avez une muqueuse qui est normale et là, vous avez une infiltration importante par les éosinophiles. Mais vous pouvez aussi trouver des lésions hâtives d'une stratification linéaire des éosinophiles, voire même des micro-abcès à éosinophiles, qui seraient aussi des lésions très importantes pour le diagnostic de l'œsophagite à éosinophile. Nous avons aussi un index de sévérité de l'œsophagite à éosinophile qu'il faut aussi intégrer quand on prend en charge un enfant, et notamment pour suivre l'évolution de cette pathologie et qui implique en tout cas, qui inclut les symptômes cliniques, l'aspect endoscopique et puis les données histologiques. Et quand vous avez un score qui dépasse les 15, vous êtes devant une forme quand même relativement sévère de l'œsophagite à éosinophile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un retard de diagnostic va favoriser l'installation des sténoses et donc plus on tarde, plus le risque de sténose est plus important et donc vous voyez qu'une année de retard équivaut plus de 9% de risque de développer des sténoses et d'impaction alimentaire. Alors j'arrive à la prise en charge justement pour insister sur l'essentiel de cette démarche thérapeutique. Sachez que pour le traitement, on peut avoir recours aux médicaments, au régime d'éviction. Il s'agit effectivement d'une pathologie allergique avec essentiellement des allergies alimentaires. On peut avoir aussi recours à la dilatation quand la sténose est déjà installée. Et puis, vous avez la place de la biothérapie actuellement qui est en vogue dans certains pays et donc qui est de plus en plus justement utilisée.
Alors, les médicaments, vous avez tout d'abord essentiellement les IPP. Quand on voit un petit peu, par exemple, les recommandations françaises, c'est le premier médicament à utiliser devant une œsophagite à éosinophile. Il faut dire que les IPP n'ont pas uniquement une action qui stoppe l'acidité ou qui freine l'acidité, elles agissent aussi sur l'inflammation éosinophile. Donc, il y a d'autres mécanismes justement qui sont impliqués et qui permettent finalement à ces IPP vraiment d'agir sur l'inflammation éosinophile et non pas uniquement de supprimer l'acidité. Effectivement, l'acidité peut justement être on va dire un initiateur de la libération de l'éotoxine ou l'expression de l'éotoxine qui, comme je vous ai dit, va attirer les éosinophiles vers la muqueuse œsophagienne. Ça implique aussi l'IL-13 avec cette voie TH2 donc comme réponse immunologique. Et donc, le fait de supprimer l'acidité, ça va supprimer justement l'expression de l'éotoxine et la voie finalement TH2. Donc, en quoi les IPP, ce n'est pas uniquement des anti-acides. Alors, les IPP amènent finalement une rémission clinique histologique chez la moitié des patients avec une œsophénie de l'œsophage. Bon, il y a certes des études avec des hétérogénéités des populations, mais en tout cas, c'est un traitement qui a fait quand même ses preuves chez la moitié des patients. Généralement, on va utiliser la double dose qu'on va répartir entre le matin et le soir. Bon, il faut faire attention aussi aux effets secondaires, mais les effets secondaires sont relativement minimes quand on voit un petit peu l'intérêt des IPP dans ce genre de pathologie. Alors, le deuxième médicament, c'est les corticoïdes topiques que vous connaissez, bien sûr. Et en tête, vous avez essentiellement le budesonide, qui est utilisé justement pour l'induction de la guérison et aussi pour le maintien de cette guérison. Donc, vous avez ici les doses, 1 à 2 mg par jour chez l'enfant, 2 à 4 mg par jour chez l'adulte. On a aussi utilisé, on continue à utiliser dans certaines situations le fluticasone, qu'il va falloir avaler plutôt que inhaler, d'accord? Et vous avez ici les doses en fonction de l'âge. Alors, le budesonide peut être utilisé justement en le mélangeant avec de la sucralose, le stevia, des compotes de pommes, de miel, donc pour le rendre un peu plus visqueux, pour que l'enfant, lorsqu'il avale, le contact sera plus important avec l'œsophage. Et nous avons actuellement à notre disposition un médicament qui est relativement nouveau, c'est toujours du budesonide, mais qui est dispersible, qui est plus simple à administrer. Et bon, vous avez ici le nom commercial et l'AMM pour les enfants, bien sûr, de plus de 18 ans qui ne sont pas répondeurs aux IPP. Et il serait justement le plus efficace chez les sujets jeunes non atopiques. Vous avez ici un petit peu le mode d'action de ce budesonide oro-dispensible qui, en tout cas, reste en contact longtemps avec la muqueuse œsophagienne, qui peut être une alternative assez intéressante. Seulement, c'est un médicament qui est relativement cher, qui n'est pas disponible au Maroc actuellement. Alors, on a comparé l'efficacité du budesonide avec la fluticasone et les deux corticoïdes sont efficaces dans l'œsophagite à éosinophile. Quand on voit le pic des éosinophiles au niveau de la muqueuse œsophagienne, mais à chaque fois, on constate que le budesonide est relativement plus efficace que la fluticasone dans la réduction, on va dire, de l'inflammation éosinophile. Alors, quelques recommandations après la prise de corticoïdes topiques, ne pas manger ni boire pendant 30-60 minutes après. Attention, on dit dose oropharyngée ou œsophagienne, donc il faut bien sûr se rincer la bouche après avoir pris le corticoïde. Bon, le risque sur l'axe surrénalien, sur le risque sur la minéralisation osseuse, je peux dire qu'il n'est pas vraiment encore bien évalué, on va dire. Alors, vous avez aussi ce travail qui montre que l'association IPP avec le budesonide oral qui permet une réduction plus rapide et plus importante de l'infiltration à éosinophile, comme quoi des fois on a intérêt peut-être à associer les deux médicaments.
Alors j'arrive au troisième volet, donc dans le traitement, le troisième D, le régime d'éviction, étant donné qu'il s'agit d'une maladie allergique, que les allergènes alimentaires sont souvent impliqués. Alors nous avons à notre disposition la diète alimentaire, quand on va proposer carrément des solutions à base d'acides aminés, donc on va éliminer tout allergène. Vous avez ensuite le régime empirique qui est le plus utilisé, et ça peut être le régime d'éviction de 6 aliments ou 4 aliments ou 2 aliments. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le targeted diet ou le régime ciblé, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins se baser sur les tests cutanés ou les IgE spécifiques pour essayer un petit peu peut-être de cibler les aliments qui seraient les plus responsables. Alors là, vous avez la réponse à ces différents régimes en fonction de l'âge pédiatrique ou adulte. Et on voit par exemple que le régime élémentaire à base d'acides aminés, c'est ce qui donne le plus de résultats, on va dire, important, on va dire, pour ce qui est de cette inflammation à éosinophile. Quand on élimine que le lait, vous avez 65% de rémission d'œsophagite à éosinophile chez l'enfant. Donc, ce qu'on entend un petit peu par les régimes d'éviction des 6 aliments, là, vous avez les 6 aliments, le lait, le blé, l'œuf, le soja, l'arachide et le poisson. On pourrait justement faire ce qu'on appelle le top-down ou le step-up, c'est-à-dire commencer par les 6 aliments et puis réintroduire, ou sinon, on peut commencer par 1 ou 2 aliments et voir un petit peu l'impact et éventuellement élargir le régime. Alors, il paraît que le régime empirique, pour les 6 aliments, serait l'allergie alimentaire, quand elle est fortement probable avec des antécédents et un bilan allergologique, on pourrait peut-être tenter le régime ciblé. Quand il n'y a pas d'allergie alimentaire suspectée, c'est-à-dire quand on ne va pas suspecter un aliment précis, on proposerait plutôt un régime empirique à 6 aliments. Et quand on a des formes relativement sévères, avec un retard de croissance, un retentissement sur l'état de santé de l'enfant, le mieux c'est d'aller directement vers une diète élémentaire à base carrément d'acides aminés. Et vous avez effectivement l'impact de ces 3 types de régimes sur l'inflammation éosinophile. Et le régime, en tout cas à base d'acides aminés, serait je dirais, le plus efficace par rapport au régime d'éviction de 6 aliments ou le régime ciblé, c'est-à-dire basé sur le bilan allergologique. Là, c'est un travail relativement plus récent et la même chose. Donc, le Six Food Elimination Diet serait efficace dans 61%. Éliminer 2 aliments, c'est 50% à peu près d'efficacité. Un seul aliment, c'est 51%. Et régime ciblé, c'est uniquement 45%. Alors, les contraintes de régime d'éviction, c'est qu'il va falloir faire plusieurs endoscopies, c'est-à-dire quand on va commencer la réintroduction des aliments, il faut faire bien sûr une fibroscopie une fois l'enfant a terminé ses 8 à 12 semaines de régime pour s'assurer de l'impact de ce régime sur l'inflammation éosinophile. Puis on va commencer à réintroduire et normalement, on peut se baser sur la clinique, on peut justement voir l'évolution si les symptômes vont réapparaître ou non. Mais sinon, si on veut être sûr de la non-responsabilité d'un aliment donné, il va falloir absolument faire une fibroscopie après la réintroduction de cet aliment. Donc, il y a le risque aussi de carence nutritionnelle, il y a aussi les préférences, et je vais vous montrer à la fin un algorithme justement où il faut impliquer les parents dans les choix thérapeutiques qui sont à notre disposition. Alors la dilatation, bien sûr, elle est indiquée dans les fibroses, ça permet d'améliorer la dysphagie, il y a un petit risque de perforation ou d'hospitalisation de douleurs thoraciques et on peut utiliser les 2 techniques, ballon ou bougie. Et donc ça permet justement il faut viser les 16 mm chez le grand enfant, commencer doucement pour la dilatation, ne pas dépasser 3 mm par session, mais en tout cas, c'est un traitement que les endoscopistes proposent pour ces sténoses de l'œsophage. Et j'arrive à la biothérapie qui était finalement incluse et tout particulièrement le Dupilumab, le Dupixent pour le nom commercial. Donc, il a un produit en vente qui était déjà utilisé dans la dermatite atopique et qui aurait aussi une place dans la prise en charge de l'œsophagite à éosinophile, notamment chez les adolescents de plus de 40 kg ou de plus de 12 ans. Donc, c'est là même actuellement, il est plus pour les enfants relativement grands. Alors donc, il a été approuvé par la FDA pour le traitement donc finalement des œsophagites qui résistent aux différentes thérapeutiques. Donc, c'est un médicament qui va bloquer les récepteurs de l'IL-4 et de l'IL-13. Et ça, vous avez un travail qui montre justement que la signature inflammatoire
avec l'utilisation du dupilumab est très faible par rapport aux enfants qui ont reçu du placebo, comme quoi le dupilumab serait très efficace sur l'inflammation éosinophile. Et là, rapidement, c'est notre petite série qu'on avait colligée dans le service de pédiatrie 3. Donc, c'était en fait 8 enfants qui avaient un âge moyen de 5 ans, 7 mois, avec des extrêmes de 2 à 11 ans. Un délai diagnostique quand même de presque 2 ans. Une prédominance masculine, donc ce qui rejoint un petit peu la littérature, avec un terrain atopique qui a été retrouvé chez 70% des enfants. Alors les manifestations cliniques, ça rejoint aussi les données de la littérature, parce qu'on retrouve les vomissements, le retard de croissance chez les enfants tout petits. Chez les enfants relativement grands, c'est beaucoup plus la dysphagie, l'impaction alimentaire. 80% quand même de notre série avait une dysphagie, 70% des vomissements, un retentissement sur la croissance dans 25% des cas. Ils avaient plus de 700 éosinophiles périphériques pour 3 malades. Et nous avons des aspects endoscopiques évocateurs chez 7 malades avec un aspect normal chez un seul malade. Les résultats de la biopsie, il y avait en moyenne 40 éosinophiles par champ, donc entre 15 et 70. Certains enfants ont bénéficié de bilans allergologiques qui étaient positifs, notamment pour les aéroallergènes, pour le lait de vache, particulièrement pour la caséine. 2 minutes. Voilà donc les modalités thérapeutiques qui étaient proposées pour ces enfants. Donc, c'était les IPP, les corticoïdes topiques, le régime d'éviction. On avait même proposé de la corticothérapie par voie générale. C'est des enfants qui avaient traîné avant que le diagnostic ne soit fait, avec un retentissement quand même assez important. Et on a pu réintroduire par la suite progressivement des aliments par palier. 3 patients. On a retenu l'allergie au lait de vache. Pour 2 autres, tous les aliments ont été réintroduits sans incident. Probablement, il y a les aéroallergènes qui sont derrière. Et 3 autres sont en cours de réintroduction. Alors, je vais conclure. Là, vous avez l'algorithme que je voulais justement vous proposer, comme quoi il faut aussi discuter avec les parents sur la thérapeutique à adopter entre les IPP, les corticoïdes, le régime d'éviction. Si l'on prend par exemple le régime d'éviction, il faut tenir compte de l'âge. Vous avez vu qu'il y a risque de carence aussi nutritionnelle, de troubles de comportement suite à ce régime relativement large. Donc là aussi, il faut discuter avec les parents le choix du régime. Quand on retient le régime d'éviction, est-ce régime de 6 aliments ou la 4 aliments ou bien le régime carrément élémentaire. Alors en conclusion, je dirais que l'œsophagite éosinophilie, c'est une maladie chronique, évolutive et récurrente, de plus en plus reconnue au cours des dernières années. Au fil des ans, il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés en matière de compréhension physiopathologique, de diagnostic et des options thérapeutiques. Plusieurs options, en tout cas, s'offrent à nous, mais il faut quand même que la prise de décision soit partagée. Le régime d'éviction a comme contrainte le fait qu'il va falloir refaire des fibroscopies pour voir quel est l'aliment responsable. Les stéroïdes seraient une alternative intéressante avec une voie d'administration qui est simple et ça permet aussi le maintien de la guérison. Et puis justement, la biothérapie, le dupilumab en particulier, mais c'est un médicament qui reste quand même cher, qui n'est pas encore inclus dans la prise en charge, notamment en France. Et sachez finalement que l'on traite ici l'inflammation, mais quand la fibrose, bien sûr, s'installe, il va falloir aller dilater cet œsophage. Et merci pour votre attention. Désolé si je suis